on m'a demandé de parler un peu de science, et puis de ce qui tourne autour de la science, la foi, la science, tous ces trucs-là. Et puis, ouais, moi ça me plaît. C'est un truc, pour moi, alors, je vais déjà vous dire, avant de commencer, j'ai pas du tout la prétention de dire que je suis un scientifique, d'accord? Ça, c'est faux. Au sens académique du terme, je suis un bricoleur. C'est pas la même chose. Non, mais sérieusement, je le dis très sérieusement, parce qu'un scientifique, c'est quelqu'un qui fait ça au quotidien, qui a généralement un doctorat, qui est physicien. Moi, je ne suis pas du tout physicien, je suis ingénieur. Ça fait très longtemps que j'ai fait mes études. Et la physique, en fait, peut-être que je m'étais dit plus d'une fois, si j'avais pu choisir, si j'avais une deuxième option dans ma vie, j'aurais fait physicien, parce que c'est ce que j'adore. Voilà. Je fais du déminage à la place. C'est un autre domaine, voilà. Donc la physique, c'est vraiment un truc, quand je suis fatigué, puis quand j'ai besoin de me reposer, je lis des bouquins de physique. C'est à peu près ça mon truc. C'est comme ça que ça marche, quoi. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'aime, mais je ne suis pas un scientifique. Donc ça veut dire que, n'étant pas un scientifique au sens académique du terme, je ne vais pas m'autoriser ce soir à parler de choses pointues, parce que je serais complètement à côté de la plaque. Je n'ai pas la prétention de pouvoir le faire. J'aime bien lire des trucs pointus, mais après, c'est le boulot à d'autres, quoi. Donc en fait, ce soir, je vais un peu vous décevoir, mais les choses que je vais essayer de partager, c'est plus j'aimerais faire une petite réflexion sur la foi et puis la science, déjà ça. Vous parlez qu'à 2-3 trucs scientifiques, parce que sinon je serais vachement frustré. Mais les trucs que je vais vous parler, je suis vachement frustré pour moi, parce qu'en fait, c'est des trucs qui sont très très basiques, très connus, mais qui sont magnifiques. Et j'aimerais peut-être prendre un petit peu du recul par rapport aux choses que je vais vous présenter, qui vous en avez tous entendu parler, j'en suis sûr et certain, mais peut-être prendre un peu de recul puis se dire, mais qu'est-ce que ça représente? Ou alors, au moment où on a découvert ces trucs, ça représentait quoi? Et ça, c'est intéressant. Donc voilà, il y a un truc classique. Quand on dit science, les gens fuient, et les dames surtout. Vous avez déjà remarqué ça? Mais pas toutes, hein, pas toutes. Il y en a une là qui me lancerait des trucs. Non, mais souvent c'est ça. Pourquoi? Moi, je prends toujours l'exemple. Par exemple, moi, je déteste le ski. D'accord? Amen. Alors pour ceux qui aiment le ski, je viens de dire quelque chose d'affreux. Mais si j'aime pas le ski, c'est parce que quand j'étais gamin, à Tramelan, mes parents travaillaient, on m'obligeait de faire du ski, et quand je devais aller faire du ski depuis le Cré-Georges jusqu'au téléski, je devais traverser le village avec une paire de skis sur les épaules puis des souliers de ski aux pieds. D'accord? Donc le ski en soi, je déteste parce que j'ai d'horribles souvenirs de trimballer mes skis. D'accord? Et j'avais pas mes parents pour faire du ski avec moi, donc j'étais nul et tout ça. Donc en fait, le ski, c'est pas le problème. Le problème, c'est comment le ski m'a été enseigné ou comment je l'ai vécu. Donc souvent, la science, c'est ça. Les gens vont dire « les mathématiques, c'est atroce !» Oui, parce que souvent, ils sont enseignés de manière un peu sèche, froide, paf, quoi. Moi, je détestais les mathématiques. J'ai fait mon école d'ingénieur, les mathématiques, ça a été ma bête noire. Je suis nul, je ne suis pas bon en mathématiques. Mais j'adore les mathématiques. Maintenant, les mathématiques, c'est... Je ne sais toujours pas les utiliser et les décliner, ça n'a pas changé. Par contre, c'est extraordinaire. Mais je ne veux pas vous parler de maths ce soir, je ne vais quand même pas aller jusque-là. Donc, voilà, j'étais sûr. Donc, tout ça pour dire, je voulais dire, ayez pas peur. Je vais parler de science, fuyez pas, endormez-vous pas. Je vais essayer d'amener un petit peu plus que juste des trucs froids, plats. Je vais essayer de faire un peu mieux, d'accord? Alors, la science, voilà, moi j'aimerais la mettre un petit peu devant, en fait, par rapport à la foi. Hein. Il y a un passage qui dit, dans Proverbe 2, verset 6, c'est dit, oui, c'est le Seigneur qui donne la sagesse, la science et l'intelligence viennent de lui. Finalement, la science, à première vue, bon, après ça dépend des traductions, hein, peut-être que le texte original parlait peut-être de la mécanique quantique dans le texte original, je ne sais pas, mais ça m'étonnerait un peu. Mais bref, la science, la capacité de creuser, de chercher à comprendre ce qui nous entoure, à première vue, c'est quelque chose qui nous vient de Dieu, c'est quelque chose de bon, quoi. Je crois que c'est David qui disait dans un psaume, il dit « Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis,
qui est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin et qu'est-ce qu'un être humain pour que tu le considères. Donc en fait, David, ou bien celui qui a écrit les psaumes, il regardait le ciel et il était en... Voilà, il trouvait que c'était magnifique. Puis finalement, la science, c'est ça. La science, on peut la voir sous plein de formes. On peut voir des scientifiques très orgueilleux. On peut peut-être se dire, ouais, la science, c'est du vocabulaire qu'on ne comprend pas. Mais ce n'est pas ça. À la base, la science, c'est observer ce qui nous entoure, puis se poser des questions. Et puis il y a des trucs extraordinaires. Pour moi, la science, ce que je découvre, ben, c'est un peu comme de la poésie. Alors, voilà. Je suis un peu particulier, je suis quand même ingénieur. Hein. Ça veut dire que j'ai une sensibilité à l'art qui est très discutable, d'accord ? J'ai des amis qui ont tenté de m'amener dans un musée d'art, de peinture. À part m'être endormi sur une banquette, je n'ai pas fait grand-chose. Donc bref, j'ai une sensibilité à l'art, à la musique, à tous ces trucs qui est un peu... pas haut. Et moi, par contre, ben, quand je lis un truc scientifique, j'ai les larmes aux yeux. Voilà, c'est comme ça c'est ma sensibilité. Donc en fait, ce que je découvre dans la science, ben, c'est, je ne sais pas comment dire, la poésie de Dieu. Pour moi, la science, c'est la poésie de Dieu. Ça me parle à mon cœur, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Je dirais, il y a peut-être dans le monde des églises, alors je reviens maintenant, Dieu, la science, tout ça. Dans le monde des églises, souvent, on n'aime pas la science, ou on n'aime pas les scientifiques. Ça, c'est un peu historique. Parce que qu'est-ce qui s'est passé historiquement ? Ben, disons, en fait, l'Église et la science, ils sont un peu tapés dessus en permanence, d'accord ? Et l'Église n'a pas toujours forcément montré le bon exemple non plus. Mais les scientifiques non plus, hein, ils savent avoir leur tronche de cake, je ne vous dis pas, quoi. Donc, d'un côté, on a eu des scientifiques qui découvrent et qui sont fiers, voire orgueilleux de ce qu'ils découvrent. Puis, d'un autre côté, il y avait l'Église ou la religion, de manière générale, hein, l'islam, c'est un peu la même chose, quoi, qui a peur de la science. Les deux, ils sont un peu... c'est étonnant, parce qu'en fait, finalement, en soi, il n'y a pas de raison. Et puis, en fait, c'est parce qu'on... C'est deux choses que quand on mélange, ça donne des trucs pas terribles, souvent. La science et puis la foi. Vous avez d'un côté la foi. La foi, ben, c'est quelque chose où on essaye de poser une base, de se dire, par la foi, on essaye de se dire, voilà, le monde qui m'entoure, on le pose, on le fixe, et on essaie d'avoir un absolu sur lequel on peut s'appuyer, quelque chose de concret. Puis d'un autre côté, la science, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Ben, elle cherche à briser les absolus, elle cherche à découvrir, à aller plus loin. Donc en fait, c'est deux attitudes un peu différentes. Et ce qui se passe, c'est que quand vous avez des scientifiques qui font une découverte, ben, quelque part, le monde religieux, il panique. Il panique parce qu'en règle générale, le monde religieux a peur qu'on va lui prouver que Dieu n'existe pas. Et bien voilà, souvent c'est ce qui s'est passé. Il y a des trucs incroyables que j'ai découverts. Hein. La science, l'Église catholique s'était opposée au calcul infinitésimal. Donc les équations différentielles, pour ceux qui savent ce que c'est, des méthodes de calcul, certains dans l'Église ont trouvé que ce n'était pas chrétien. Bon, heureusement qu'ils ont un petit peu abandonné, parce que je vous dis, on ne prendrait pas l'avion sinon. Hein. Donc, on serait encore à pied, quoi. Donc, tout ça pour dire qu'il y a toujours eu un peu cette bagarre entre les deux. Mais je crois que le débat est faux, parce qu'en fait, il n'y en a pas un qui concurrence l'autre. Alors, de croire que une des craintes aussi au niveau de l'Église, c'est de se dire, mais les scientifiques, ils savent tellement de choses que peut-être dans les coulisses, ils vont prouver que Dieu n'existe pas. C'est dingue, hein? Moi, quand j'ai fait mes études, jeune ingénieur, jeune étudiant, j'étais fraîchement chrétien aussi, et dans mes dans mes premiers cours de physique, j'avais tout le temps cette peur qu'en fait le prof allait me prouver que Dieu n'existait pas, avec un peu de physique, un peu de mathématiques, et puis voilà. Alors je peux vous dire tout de suite une chose, on ne va pas pouvoir vous prouver que Dieu n'existe pas. La science, non, il n'y a aucun risque, vous en faites pas. Et je reparlerai un peu de 3 sujets un petit peu chauds, un peu épineux après, mais non. La science n'a jamais pu infirmer, donc prouver la non-existence de Dieu, absolument pas. Puis d'un autre côté, elle n'a pas pu prouver l'existence de Dieu non plus. Voilà. Puis les chrétiens non plus, on n'a pas pu prouver l'existence de Dieu.
Donc en fait, ce soir, je vais vous décevoir encore un peu plus parce que je ne vais pas pouvoir vous prouver que Dieu existe. Ah, ben zut alors. Non, ben non. Alors, il en est quoi de la notion, quelle est la capacité de la science à l'heure actuelle, avant d'aller dans 2-3 détails, un peu des trucs assez rigolos, quoi. La capacité de la science, hein, vous entendez toujours, d'ailleurs dans les pubs, vous avez déjà vu ces pubs, prouver scientifiquement, ça j'adore, quoi. Prouver scientifiquement. Donc en fait, ça c'est un point important. Qu'est-ce que la science peut prouver et qu'est-ce que la science ne peut pas prouver? Quand je dis prouver, je ne parle pas de faire une démonstration mathématique. Une démonstration mathématique, c'est dans un contexte mathématique, on démontre un truc, ça n'active pas. Ça marche. Voilà. Prouver aux sciences scientifiques. Prouver scientifiquement, ça veut dire quoi? Ça veut strictement rien dire. Je vous donne un petit exemple. Je crois que j'ai prévu ça dans la poche. Si j'arrive de sortir, voilà. J'ai une pièce d'1 franc dans ma main, d'accord? Eh bien, à l'heure actuelle, la science ne peut pas prouver que cette pièce est dans ma main. C'est plat, hein? Voilà. Mais non, en fait, on ne peut pas, parce qu'on va s'appuyer sur ce qu'on voit, tout ça. En fait, je ne parle pas de philosophie, je ne parle pas de prouver, comme disait Pilate à Jésus, il a dit, mais qu'est-ce que la vérité? Je ne parle pas de philosophie, hein. Je parle physiquement de prouver que cette pièce d'1 franc est là. Eh bien, scientifiquement, si on prend la mécanique quantique, on a un gros problème quand on approche cette pièce. Cette pièce, elle peut être à Hong Kong, elle peut être sur la Lune, mais elle peut être ici, avec une certaine probabilité de présence. Et puis, en fait, on a un gros problème à l'heure actuelle. C'est un problème qui n'est pas résolu. On ne sait pas pourquoi le monde qu'on côtoie est tel qu'il est. Donc, on ne sait pas pourquoi cette pièce, elle est dans ma main. Elle l'est, je pense en tout cas. Moi, je sais. Maintenant, elle est dans ma poche. Parce que tu l'as pris ta poche, non? Parce que je l'ai prise. Ben, en fait, c'est ça. En fait, on a un problème, c'est que la mécanique quantique, c'est une base de la science. Elle va vous dire qu'une particule n'a pas de position précise avant qu'on ait mesuré sa position. Donc ça, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, vous en faites pas. Mais ça marche hyper bien pour le monde des particules. Et quand on s'occupe d'objets concrets, comme ma pièce d'1 franc, ben on ne sait pas pourquoi elle ne réagit pas aux mêmes lois. Voilà. On appelle ça le principe de décohérence, mais c'est une science qui on n'a pas encore trouvé de solution. Donc tout ça pour dire, on a encore un peu des lacunes, d'accord? Mais la science fait quand même des trucs assez extraordinaires, on doit quand même avouer. La fameuse mécanique quantique dont je vous parlais tout à l'heure, eh ben on l'utilise à fond. Elle est hyper efficace. Si vous avez un téléphone portable, et s'il marche, c'est grâce à la mécanique quantique. Les lasers, les LED qui éclairent, les choses comme ça, les lumières à LED, tout ça, si ça marche, c'est grâce à la mécanique quantique. Si on n'avait pas la mécanique quantique, ça ne fonctionnerait pas. Donc, dans un monde, ça marche, dans l'autre monde, ça ne marche pas, puis entre deux, c'est pas trop. Voilà, ça, c'est juste pour dire un peu, la science fait des trucs extraordinaires, mais là encore 2-3 petites lacunes. Ok, donc la science, c'est hyper vaste. Moi, quand j'ai préparé pour aujourd'hui, j'avais un gros problème, je ne sais pas par où commencer. Ah ben, pourquoi? Parce que, je ne sais pas si tu pourrais l'avoir, peut-être en commande ou... la première tuile, la probabilité qu'elle soit dans ma main, hein, c'est important. C'est marqué Chine dessus. Je crois que ça va un peu aider. Oh, super. Merci Luc, je vais pouvoir les reprendre après. Donc, la science, on va dire, on peut le découper en 3 grosses parties. Vous avez la science de l'inerte, la physique, les pierres, les machins, voilà, les particules, les mathématiques, tous ces trucs, ça c'est la base sur laquelle on construit le reste, parce qu'on vit quand même dans un monde un peu matériel, comme on l'a dit. Après, vous avez la science de la vie, qui utilise les bases de la science inerte, et puis qui ajoute un petit peu, beaucoup de complexité. Après, vous avez les sciences humaines, la philosophie, la psychologie, tout ça, qui se rajoutent ensuite. Tous sont des sciences. Mais à chaque étage, quand on monte d'un étage à l'autre, on monte en complexité. Parce qu'en fait, vous avez la science de l'inerte, la physique, qui est finalement très simple, je ne sais pas, on va dire simple. La science de la vie, ça devient franchement complexe, qu'après la science humaine, c'est carrément... Ouf. Donc en fait, au niveau de la science, ça représente aussi un petit peu l'état du savoir. Ça veut dire qu'au niveau du savoir, la science inerte, on a une bonne base. La science de la vie, on fait avec, mais
les lacunes s'accumulent, puis après la science humaine, des fois on dit même que c'est des sciences inexactes dans certains cas, même si finalement on a quand même un sacré bagage dans ce domaine-là. Mais c'est plus du bricolage. Donc, on a ces trois couches. Pour ma part, je ne vais pas avoir la prétention de m'attaquer aux couches supérieures, je vais en rester au truc de base, même si je vais attaquer un petit peu la vie à la fin, mais sans aucune, juste défaite, quoi. Moi, ce que j'aime, c'est la physique. Mais la physique, c'est la science inerte. Et même si une fois, j'aimerais bien pouvoir m'intéresser à la science de la vie, parce que c'est juste extraordinaire. Ah, ça c'est bon, mais ça me dépasse encore un peu. Voilà. Donc, ça c'est un petit peu ce que je vais vous parler. Je vais surtout vous parler de sciences physiques. Donc, c'est pour ça que je voulais l'expliquer. Donc, alors, ce que je me suis dit qui serait intéressant, peut-être, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ce que je vais présenter, c'est, vous le savez déjà certainement tous, vous l'avez sûrement déjà lu, je ne vais rien vous apprendre, vous allez être super frustrés, mais j'aimerais juste prendre un peu du recul par rapport à ces choses-là, quoi. Alors, l'état de la science. Alors, je me suis dit, tiens, un truc intéressant, parce que souvent, comme on disait, un scientifique, c'est un gars en blouse blanche, puis quand il dit quelque chose, au 19e siècle, donc, on va dire au tout début du 20e siècle, c'était en 1900, quel était l'état de la science à cette époque-là? Ça, c'est intéressant. Donc, souvent, la science, c'est intéressant de l'analyser un petit peu par l'histoire. Parce que quand on voit comme elle évolue, on se rend un peu mieux compte où elle en est à l'heure actuelle. En 1900, il y a eu un discours assez connu qui a été donné par un scientifique qui a dit, voilà, aujourd'hui, la science, on sait tout. Et les seules évolutions de la science qu'il va y avoir dans les dizaines d'années à venir vont être, on va affiner la précision de nos modèles. Mais en gros, on a tout pigé. On a juste deux lacunes. Il y en a une, ça s'appelle l'éther, puis une, c'est le rayonnement du corps noir, quoi. Bon, bref, ça c'était 1900. Ils savaient tout, d'accord? Et puis c'est des fois un petit peu l'impression qu'on a. Quand on parle science, on est super impressionné, on ne comprend pas ce qu'ils disent. On a l'impression qu'ils comprennent tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1900, quand la personne qui a dit ça, c'est un peu raté. Parce qu'en fait, les deux petits nuages qu'ils voyaient, donc l'éther, qui était le modèle, le vide, tous ces machins-là, quoi, et puis le rayonnement du corps noir, se sont avérés être les précurseurs de la relativité restreinte et générale d'Einstein, et l'autre, la mécanique quantique. Donc, en gros, c'était juste comme si on ouvrait une porte, on s'est dit, oups! Il fallait tout recommencer, quoi. Donc on s'est rendu compte qu'on ne savait rien. Donc ça, c'était l'état de la science en 1900. En 1900, on croyait qu'on avait tout compris, on savait faire des machines à vapeur, on avait des notions d'électricité, on faisait des calculs extraordinaires, mais on s'est rendu compte qu'il y avait tout un temps qu'on ne comprenait rien. Mais c'est quoi le corps noir déjà? Ah ça je t'expliquerai après. C'est cool. Bref, c'était deux petits nuages qui se sont avérés être des véritables tempêtes. Des tempêtes qui ont complètement écrabouillé le monde scientifique dans les années qui ont suivi. Alors, on continue un petit peu dans l'histoire. Donc, c'est toujours bien de réaliser à quel point certaines choses qui nous paraissent évidentes ne sont pas très vieilles, finalement. Entre les années 1920 et 1930, il y a deux gars, un russe, Friedman, et puis un belge, Lemaître. Les deux, sans se connaître, ils ont repris les équations d'Einstein, parce qu'Einstein avait déjà sorti ses équations. Vous connaissez Einstein, ça, voilà, ouais. Einstein avait sorti des équations sur la relativité restreinte et ensuite la relativité générale. Et à l'époque, quand Einstein a sorti, donc là je parle de 1918, c'était il y a 100 ans, voilà, il y a 100 ans, Einstein avait dit, je posais cette question, la question qu'on se pose tous, l'univers c'est quoi? Ça c'est intéressant. Quelle était la vision d'Einstein sur l'univers qui nous entoure? Eh bien c'était clair. L'univers était infini, immobile, et puis c'est fini. Donc en gros l'univers c'était un truc sans fin, et puis qui ne bouge pas. Ça c'était la perception de l'époque, et c'était indiscutable. Et c'était vachement pratique, parce que les scientifiques avec ça, ils pouvaient aussi un petit peu taper sur le monde de l'Église en leur disant, regardez, l'univers, c'est un machin immense, infini, et puis vos histoires de création, c'est des conneries. Il y a eu, je crois que les gens ne se sont jamais vraiment gênés de se taper dessus. Alors tout se basait là-dessus. Et Einstein était archi convaincu de ça.
Alors justement, en 1920-1930, deux scientifiques, un en Russie et puis l'autre en Belgique, reprennent les équations d'Einstein, mathématiquement parlant, ils commencent à touiller ces trucs, puis les deux, chacun totalement indépendant et de la même période, disent « Oups, il y a peut-être un problème ». Puis les deux reprennent le modèle mathématique, font des petits calculs là-dessus, puis disent « Mais un univers immobile et infini, ça ne joue pas, c'est pas possible ». Il y avait un problème mathématique. Ça, moi, je trouve extraordinaire. C'est des gars, ils n'ont pas mis le nez dehors, hein. Ils n'ont pas utilisé un télescope, rien. Ils ont juste pris des maths, puis ils ont dit, mais si je me base sur ces maths et que ces maths jouent, on a un souci. Houston, we have a problem. Et celui en URSS pouvait pas, c'était l'URSS à l'époque, hein, Staline, communisme, athéisme à coin, a eu d'immenses problèmes. Parce qu'en fait, quand il a amené sa théorie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'univers pourrait bien avoir un commencement. Eh bien ça, je peux vous dire que ça nous paraît une évidence. Hein. Je vais venir au Big Bang, forcément. Tout le monde connaît le Big Bang, c'est une évidence, le Big Bang. Ben, je peux vous dire que les gars qui ont eu la mauvaise idée de venir, on ne parlait pas de Big Bang à l'époque, hein, qui ont eu la mauvaise idée de dire il y a peut-être un commencement, ils en ont ramassé plein la poigne, d'accord? Enfin, plein de museaux, pas les poches, mais le poing. Donc Friedman, qui lui était en Russie, est un peu mort, il y a eu un petit accident, parce qu'en fait, on ne sait pas trop, hein, on ne sait pas trop si c'est le parti qui était... Enfin, le parti n'était pas du tout content. Hein. Lui est quand même un petit peu mort, un peu bizarrement. Et puis, il y a eu 4 de ses élèves, des sommités scientifiques, qui ont repris ses idées, qui ont continué. Sur ces élèves, il y en a un qui a dû fuir en catastrophe aux États-Unis, un qui a fini au goulag, 2 qui ont fini au goulag, et le 3e fusillé. Pourquoi? Parce que leurs idées étaient contraires au régime. Parce que scientifiquement, mathématiquement, ils disaient que l'univers a peut-être un départ. Il y en a un qui a fini avec une balle dans la tête, hein, puis 2 au goulag. C'est pas. Donc tout ça pour dire que cette petite pensée bêtement mathématique, c'était pas juste « Ouais, cool, l'univers ça débute, c'est fini. Ah ouais, cool, bon, on va manger maintenant. » Non. Ça avait des répercussions philosophiques complètement folles, au point que le régime stalinien ne pouvait pas concevoir ça, parce que ça tendait pas dans le sens de l'athéisme que prêchait. Quoi. De l'autre côté, en Europe, tous s'étaient basés sur les papiers d'Einstein. Donc le maître, qui lui est arrivé à la même conclusion que Friedman, s'est dit, je veux aller voir Einstein. Et puis je lui montrais quand même sur la base de ses équations que peut-être que son modèle qu'Einstein avait utilisé, Einstein disait que l'univers était immobile et infini, et le maître est allé vers Einstein, puis il a dit, mais regardez, si je fais comme ça, là, l'univers, il a un point de départ. Il s'adressait quand même à Einstein. Pour vous dire à quel point ça dérangeait, quand Einstein a vu son truc, il a dit, vos mathématiques sont bonnes, votre physique est atroce, et tout cela suggère trop la création. Puis il l'a foutu à la porte. Donc quand Einstein, quand on lui a montré ces équations qui disaient que peut-être l'univers a un point de départ, la conséquence c'est qu'il a dit, n'y est pas possible, foutez-moi le camp. Bon, en plus, il faut avouer un truc, le maître, en plus d'être double doctorat, donc une tête, était abbé. Donc ça n'aidait pas beaucoup finalement. Hein. Donc c'était un croyant. Mais il avait très très bien fait la distinction entre les deux choses. Il essayait vraiment d'éviter de mélanger sa foi et la science. Il essayait d'être le plus neutre possible. Mais bref, quand il a amené ça, donc on parle de formules mathématiques. Quand Einstein a vu les formules mathématiques, il a dit ça suggère trop la création, c'est pas possible. Alors, ça a duré quelque temps, comme ça. Et en 1929, il y a un autre scientifique, qu'on connaît tous, on en a déjà entendu parler, c'est un monsieur Hubble. J'aime bien Hubble parce qu'en plus de faire de la science, il fait de la boxe. Et Hubble, il est connu parce qu'il a fait 2 découvertes. La première, il a juste découvert que l'univers, c'était beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Et la deuxième, il a découvert ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. Ah, ça c'est cool, le décalage vers le rouge. C'est un truc tout bête, le décalage vers le rouge. C'est qu'en fait, quand vous prenez un télescope, puis que vous regardez une étoile, si possible une galaxie, donc, parce qu'on voit mieux, quoi. Parce que
Voilà, donc vous savez, l'univers, c'est fait de galaxies. Hein, les galaxies, c'est des machins où il y a des milliards d'étoiles. Nous, on est dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée, exactement. Donc, en fait, on est dans une galaxie, puis des galaxies, il y en a des milliards, d'accord? Et ça, c'était la première découverte d'Hubble, parce qu'au début, on croyait qu'il n'y avait qu'une galaxie d'un autre. Cool, quoi. Puis Hubble a dit, ben non, il y en a des milliards. Bon. C'est la première découverte. La deuxième découverte, quand il a regardé les galaxies avec son télescope, on a des modèles. On sait à quoi doit ressembler une étoile, parce qu'en fait, on sait ce qu'une étoile elle brûle comme carburant, c'est nucléaire. Puis sachant ce qu'elle brûle, ben on sait quelle couleur elle a. C'est comme ça, parce qu'on connaît les composants, il n'y a pas 36 millions de possibilités, il existe 100 composants, 100 atomes différents, donc il n'y a pas de choix. Puis quand il regarde ces galaxies au loin avec son télescope, bien sûr, un peu des appareils quand même, il se dit, mais il y a un problème, hein, les galaxies, elles n'ont pas la bonne couleur. Ça peut paraître un petit peu ridicule comme truc. Hein. Les galaxies qu'il voyait dans son télescope, elles n'avaient pas la bonne couleur. Elles étaient toutes trop rouges. On se dit, ouais, ben, il n'a qu'à nettoyer ses lentilles, et puis basta. Et ben non. Alors il a essayé de comprendre, il a nettoyé ses lentilles, il a refait des calculs et tout. Et puis la seule explication plausible à ça, c'est qu'en fait les galaxies, elles s'éloignent. C'est comme une ambulance. Vous savez, une ambulance, quand elle vous passe devant, ça fait... ça change de son, vous avez déjà entendu, puis quand elle part, ça fait... Parce qu'en fait, ce qu'on appelle l'effet Doppler. Ça veut dire que quand un objet s'approche de vous, le son paraît plus aigu, puis quand un objet qui fait du bruit, hein, et quand l'objet qui fait du bruit s'éloigne de vous, les klaxons, on a déjà entendu des klaxons, le son, il change de fréquence. Parce que c'est un effet, ce qu'on appelle l'effet Doppler. Ça marche aussi avec la lumière. Quand on se déplace vite, ça fait la même chose. Donc en gros, quand il a mesuré ces galaxies, qu'il a vu qu'elles étaient en train de partir sur le rouge, et systématiquement partout, pas juste une ou l'autre, mais toutes. Et puis plus elles sont vieilles, plus elles étaient décalées vers le rouge. Donc il y a un problème, ça voulait dire que les galaxies étaient en train de s'éloigner. Donc l'univers statique qui était prêché par Einstein, il n'était pas tellement statique. Einstein a dû aller jusqu'à mettre son œil dans l'objectif pour le croire, parce qu'il n'y croyait pas. Parce qu'en fait, ça confirmait les prédictions de Lemaître qui disaient que l'univers était en expansion. Donc l'univers grandit. On a découvert en 1929 une des preuves, parce qu'ils ne sont pas contents, ils ont dit ouais, mais ça peut être autre chose. Mais cette preuve disait que l'univers était en expansion. Alors on s'en tape. Parce que nous, on s'en fout, ici, ça ne change pas le prix de la salade, quoi. Mais il y a quand même un petit peu des conséquences philosophiques. Si vous dites que l'univers est en train de gonfler, hein, c'est intéressant, il gonfle. Il surmonte, il se dégonfle. S'il se dégonfle beaucoup, un jour, c'était peut-être un point. Il y a peut-être un point de départ. Et ça n'a pas plu. Parce qu'en fait, de dire que peut-être que si l'univers, maintenant, il gonfle, c'est systématique, hein, vous regardez ici, il gonfle, il s'éloigne, si vous regardez là, il s'éloigne, si vous regardez là, il s'éloigne. C'est pas juste dans une direction. Ça voudrait dire qu'on se déplace tous ensemble, mais là, c'est vraiment l'univers gonfle. Donc, si on remonte dans le temps, l'univers se dégonfle. Il est toujours plus petit, toujours plus petit, toujours plus petit. Et c'est la conclusion où on en est actuellement. On n'a pas le choix de dire que l'univers a peut-être un départ. C'est cool quand même. Parce qu'en fait, avant 1929, première preuve observée, pas juste des mathématiques, on était convaincu que l'univers était fixe. Puis le fait de dire que l'univers a peut-être un point de départ, ça ressemble quand même vachement à une notion de création, quoi. Et ça a été un coup de tonnerre mondial. Maintenant, on trouve que c'est acquis, le Big Bang, finalement, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Pas de souci, il y a eu d'autres preuves, je vais bien après. Le Big Bang, c'est un fait. Et les modèles scientifiques, maintenant, en fait, on essaie de remonter, de comprendre, finalement, si l'univers a été créé, parce qu'on est obligé de nous... Ah, ça fait mal au ventre, hein, je peux vous dire. Mais les scientifiques, l'univers a été créé. Et ça, ce mot créé, dur, quoi. Ben oui, l'univers a été créé un jour. Il a un point de départ. Mais à partir de quoi? Il y avait quoi avant? Alors, juste, je me fais plaisir, c'est pas dormir matin. Quand on dit que l'univers a un point de départ, qu'il a commencé, ça veut dire que la matière, les lunettes à Luc, ma pièce d'1 franc,
Ou nous, par exemple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était tous au même endroit, mais très serrés, d'accord? Très serrés. Le point de départ qu'on arrive maintenant, plus ou moins estimé, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas plus petit, mais ça veut dire qu'on n'arrive pas à calculer plus loin. Mais le modèle qu'on arrive à simuler, c'est 1 fois 10 puissance moins 35 mètres. Alors 1 fois 10 puissance moins 35 mètres, c'est pas un gros point. D'accord? Donc nous tous, là, pof, nos particules, on était dans un machin qui est à peu près 1 milliard de fois plus petit qu'un noyau d'hélium. C'est pas gros. On était assez serrés à l'époque. Hein. Mais là où je veux me faire plaisir, parce qu'en fait ça c'est juste pour se faire péter le cerveau, ça me fait trop plaisir. Hein. C'est que c'est pas juste que la matière avait un point de départ, hein, c'est que le temps a eu un point de départ. Et ça j'insiste un peu. L'univers, c'est l'espace dans lequel on se déplace. Et bien en fait on appelle ça l'espace-temps. Et l'espace-temps, ça veut dire que les deux sont ensemble. Donc en fait, avec l'univers, si vous faites avant l'univers, c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas de temps. Le temps n'est pas là. C'est cool hein, comme notion. Moi je trouve génial parce que je ne la comprends pas. Moi, ça... Ah ouais, à propos de ne pas comprendre, regarde, ça c'est juste une anecdote qui n'est pas dans mes notes. C'est parti mon kiki. Il y a un scientifique, un découvreur de la mécanique quantique, il a dit: si je vous explique la mécanique quantique et que vous comprenez, c'est que j'ai fait faux. Je me suis mal exprimé. C'est génial ça. Donc moi ça c'est un peu. Donc bref, mais là on comprend. Donc, avec le Big Bang, c'est pas juste nos particules, nos molécules, tous ces machins, enfin les molécules c'est mieux après, nos atomes, nos neutrons, nos protons, puis tout ça, qu'on démarrait, oui, ils ont été formés là, bien sûr, mais le temps qui s'écoule, il a commencé là. Avant, il n'y avait pas de temps. C'est trop génial. Avant, ça n'existe pas. Bref. Alors, ça a été une découverte qu'on connaît tous, c'est rien de transcendant. Je ne vous annonce pas des nouveautés, mais ça a eu vraiment des immenses répercussions philosophiques. Et c'est ça, moi, qui me plaît. Bref. Alors, avec ce Big Bang, il y a eu ça, et puis quelques années plus tard, ça c'était en 1964. Donc là, on fait un sacré saut hein, dans l'histoire. 1964, j'étais presque né. C'est vous dire que, ouais, c'est très vieux quand même, parce que voilà. Mais c'est pas si vieux. 1964. Il y a 2 ingénieurs. C'est le coup des pigeons, tu sais, le coup des pigeons, c'est cool ça. Il y a 2 ingénieurs sur le mont Wilson aux États-Unis qui travaillent pour les laboratoires Bell. Donc en fait, ils sont en train de tripoter une antenne pour faire des communications satellites. Quoi. Puis ils font le réglage, et puis ils règlent leur truc, tout ça, et puis il y a un bruit. Il y a toujours un bruit. Donc en fait, quand ils écoutent, c'est... Hein. Puis en fait, ce bruit, ben, ça ne correspond pas, parce qu'en fait, normalement, les appareils qu'ils ont développés ne font pas ce bruit. Donc ils coupent l'antenne, le bruit s'arrête, ils remettent l'antenne en marche, le bruit est nouveau là, et bon, il y a un bruit. C'est stupide un bruit, quoi. Mais ça les dérange, parce que c'est des têtus. Ils veulent comprendre qu'il y a un petit peu trop de bruit. Alors, ils prennent leur antenne, ils disent, bon, je pense qu'en pointant l'antenne là, il y a du bruit parce que il y a une réflexion dans la stratosphère. Alors ils déplacent l'antenne, ils se mettent là, toujours du bruit, le même bruit. Ils se mettent là, toujours du bruit. Ils disent, bon, c'est l'antenne. Et c'est là, il y a une anecdote, ils sont allés dans l'antenne, et qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans l'antenne? Des pigeons. Il y avait 2 pigeons qui avaient établi un nid, alors ils ont nettoyé le nid, ils se sont dit, voilà, on a enlevé, c'était le bruit, c'était les pigeons. Les pigeons, ça faisait une perturbation. Ils enlèvent les pigeons, ils remettent en marche, et toujours le même bruit. Bref, ils ont vraiment cherché longtemps, et ils sont venus vraiment dingues. Jusqu'au jour où le gars, je crois que c'est l'un des 2, il discute dans un bistrot parce que c'était près de l'université, il parle avec un gars, puis il dit j'ai un bruit là, hein, puis il a fait des calculs parce que c'est quand même un ingénieur, donc son bruit, il l'a quand même analysé, puis il a une forme bien spéciale, ce qu'on appelle un bruit thermique. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais juste c'est le même bruit qu'un machin qui chauffe, quoi. Parce que c'est très spécifique, c'est vraiment une signature unique. Puis il en parle, puis l'autre il le regarde avec les yeux comme ça, il dit attends c'est pas vrai, attends, tu dis quoi? Parce qu'en fait, sans le savoir, il y avait d'autres physiciens qui, eux, au niveau technique, au niveau mathématique, avaient fait 2-3 trucs. Puis ils ont dit un truc. Bon, voilà, s'il y a eu le Big Bang un jour, il y a forcément, à un moment donné, une étape incontournable. Et puis cette étape,
elle est un peu rigolote parce qu'elle va nous faire penser à quelque chose qui est connu. Cette étape, en gros, c'est que la lumière soit. Vous connaissez quand même ce passage, hein, c'est dans Genèse. Que la lumière soit. Donc mathématiquement, ils disent, s'il y a eu le Big Bang, donc on parle d'un petit point, le petit point qui contient quand même juste tout l'univers, c'est chaud, c'est chaud, quoi. Ben ce petit point, il gonfle, puis à un moment donné, quand il a pris un certain volume, il va se passer un truc, c'est que la chaleur, la température de cette espèce de machin très très chaud va quand même un peu baisser en gonflant, heureusement pour nous, parce que sinon on aurait encore un peu chaud. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est incontournable, les formules mathématiques le disent, c'est que la lumière doit apparaître. Parce que la lumière, avant un certain point très précis, elle est piégée. Elle est piégée par les particules qui sont trop proches. Parce qu'en fait, c'est compact, hein. On n'oublie pas que c'est un machin très compact. On est dedans, hein, d'ailleurs. Voilà. Mais les particules, donc les photons, la lumière, avant le point, le temps t, elle ne peut pas exister, et après le point T, enfin elle existe mais elle n'est pas libre, et après le point T, la lumière, elle doit apparaître. Et puis la Bible, elle dit que la lumière soit. Moi je trouve fantastique ça. Bref, mathématiquement, il prouve le truc, mais voilà. Donc en fait, après ils se posent la question, ils disent, mais si dans le passé, un peu après le Big Bang, il y a eu un moment donné où la lumière flash, elle est apparue, ben techniquement, cette lumière-là, elle devrait encore être là. Alors bien sûr, l'univers s'est étendu, ça ne sera plus lumière, ça devient une onde électromagnétique de plus basse fréquence, blablabla, des trucs un peu techniques. Mais théoriquement, ils ont fait leur calcul, puis ils disent, si ça a existé, on devrait avoir un bruit dans telle et telle fréquence, puis ce bruit devrait avoir une certaine forme thermique, c'est un bruit thermique. Et en discutant, ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas, les deux. Donc, les gens qui ont émis la théorie mathématique sur le Big Bang avaient fait ça dans leur coin, mais n'ont pas mesuré. Puis eux, en mesurant, ne connaissaient pas la théorie. Puis c'est en buvant un verre qu'ils se sont rendus compte que, oups, ils venaient peut-être faire la découverte la plus importante de toute l'histoire de l'humanité sans s'en rendre compte. C'est ce qui s'est passé. Alors, on a repris tout ça, on a calculé, on a remis ça. On a pris cette fois-ci la base théorique, on a comparé la base théorique et les observations, et ça collait pile poil. En fait, c'était ça. Donc en gros, avec leur antenne, qu'est-ce qu'ils entendaient? Ils entendaient ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est un mot très rigolo pour dire c'est le premier flash, les premiers photons de la création. C'est que la lumière soit. Et ils le mesuraient avec leurs appareils. On est dedans, hein, on baigne dedans. Pour ceux qui se souviennent, les très très vieux comme moi, hein, quand on allumait une télé dans le temps, vous vous souvenez, quand il n'y avait pas de poste, il y a de la neige. Hein, et bien cette neige, il y a 5% de la neige, c'est du fond diffus cosmologique. C'est la lumière fut du Big Bang. C'est extraordinaire, non? Bon, moi ça je trouve. Bref, moi ça je trouve ça me... Mais c'est ça. Mais c'est quoi à nouveau la répercussion? Eh bien c'était une preuve totalement indirecte et improvocable artificiellement qu'à un moment donné, oui, le modèle du Big Bang, de la création, de départ, et de cette fameuse lumière, que la lumière soit, c'est un fait, c'est acquis, c'est prouvé. Donc ça a été... les deux qui ont fait la découverte, ils ont gagné le prix Nobel, vite au passant, voilà. Et il s'est avéré qu'effectivement, c'était peut-être probablement la plus grande découverte donc, d'observation de toute l'histoire de l'humanité. Parce que ça montrait quelque chose, un des premiers sursauts de l'univers. Donc en fait, cette lumière, elle a été émise 380 000 ans après le Big Bang, et en sachant que le Big Bang, donc c'était tout au début, maintenant on est vachement plus loin. Donc actuellement, l'univers, on l'a calculé assez précisément, on est à 13,82 milliards d'années. Donc ça c'est... Voilà. Avant, il n'y a pas d'affaire. Il n'y a pas d'affaire. Tout ça pour vous dire que ça a eu quand même pas mal de répercussions. Donc là, il l'a mesuré avec une petite antenne, il y avait un petit bruit. Après, on s'est dit, on va peut-être quand même envoyer des ballons sondes pour mesurer ça un peu mieux. On a, à l'heure actuelle, on a envoyé 4 satellites. 4 satellites pour faire une image de ce fond diffus cosmologique, ce bruit initial.
Et donc le dernier, c'est le satellite Planck qui a été envoyé par ESA, par l'Agence spatiale européenne. On a dépensé des milliards pour le photographier, ce fond diffus cosmologique. Et ça, c'est de nouveau un truc qui montre à quel point ses répercussions sont monstrueuses. Maintenant, on sait exactement à quoi il ressemble, puis on a vu des trucs extraordinaires. Ça, je peux Le découvreur du fond diffus cosmologique, celui qui était dans l'équipe du premier satellite, quand il a vu ça, alors il s'est fait taper sur les doigts, mais comme c'est pas permis après, il a dit, quand je vois l'image, parce que c'est une photo qui est très connue, il a dit, quand je vois ça, c'est comme si je voyais le visage de Dieu. Voilà, mais ça, les scientifiques n'ont pas trop apprécié. Mais pour lui, c'était juste, c'était la première lumière pas de l'humanité, de la création. Voilà, ça, c'est, je remonte un peu dans le temps, je suis parti du Big Bang, je suis parti du fameux bruit, là, du fond diffus cosmologique. C'est des découvertes qui sont assez acquises, qui sont assez... Il n'y a plus beaucoup de polémiques là autour, c'est des faits extraordinaires, mais c'est des faits. Maintenant, le sujet, il est encore un peu plus récent, après, j'aurai bientôt fini, mais le sujet qui vient maintenant, qui est, lui, il est un peu plus récent. Donc, quand on parle récent en science, on parle polémique, surtout dans ces domaines, parce que ça a tellement de conséquences philosophiques sur qui nous sommes, d'où nous venons, et puis qu'est-ce qu'a pu être un créateur. Ça prouve rien, ça prouve que dalle. Mais ça a tellement de conséquences que, voilà, quand c'est récent, c'est automatiquement très, très polémique. Donc là, le troisième point, qui est un petit peu la suite logique de tout ça, ce qu'on découvre actuellement, grâce aux superordinateurs, c'est qu'en fait, quand on voit l'univers, non seulement il a un point de départ, non seulement un jour la lumière fut, mais maintenant on découvre un truc encore un petit peu plus perturbant, c'est que l'univers, comme il est vachement bien. Il est vachement bien foutu. On appelle ça, attendez que je m'y retrouve, je ne peux plus lire, c'est ce qu'on appelle l'ajustement fin de l'univers. L'ajustement fin de l'univers, ça veut dire que l'univers dans lequel on est, dans lequel on roule dans sa voiture, dans lequel on se baigne, voilà, dans l'univers qu'on voit quand on regarde par la fenêtre le soir, on va dehors, il est vachement précis. Et puis il y a une précision qu'on ne soupçonnait pas avant. Parce que bon, on se dit, ben voilà, c'est l'univers. Et puis on est là, puis basta, quoi. Mais on s'est dit, mais si cet univers était un peu différent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des trucs, ce qu'on appelle les constantes cosmologiques, les constantes universelles. Vous en connaissez, constante universelle, la vitesse de la lumière, c'est 300 à 1000 km par seconde, grosso modo. Ça, c'est une constante. Avant d'être la vitesse de la lumière, c'est une constante. La lumière, elle va à cette constante. Parfois, c'est de sa faute, mais d'abord, il y a une constante. Pi, le nombre pi, 3,14, c'est une constante. Il y a d'autres constantes un peu moins connues. Par exemple, le rapport entre la masse du proton puis la masse du neutron. Il y a une petite différence. Il y en a un qui est un peu plus lourd que l'autre. Ça fait juste qu'on n'existe ou pas. Voilà. Donc ces constantes, on s'est dit, ben, allez, maintenant avec les super ordinateurs, on reprend ça, on recrée des Big Bang joyeusement, puis on les modifie un peu. Puis c'est con parce qu'il n'y a pas un scénario où on arrive vivre. C'est pas possible. Il y en a certains, vous modifiez un truc, l'univers il fait ouais, fini. Il y en a d'autres qui fait ouais, fini. Ou alors des trucs du style, ben nous par exemple, on est constitué d'atomes qui sont stables, qui ne sont pas trop radioactifs. Ça serait gênant quand même si on clairait la nuit. Eh bien, selon ce qui s'est passé dans les premières nanosecondes de l'univers, on n'est pas passé loin de clairer la nuit, je peux vous dire. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'ajustement fin. Il y a 15 constantes comme ça, qui ont été plus ou moins déterminées, et si on les modifie, certaines plus que d'autres, mais certaines, on a un problème, c'est que certaines, si on les modifie à un ordre de grandeur de 10 puissance 100, ça veut dire que c'est, allez, j'en prends une, puis je modifie de 0,000 100 fois 0, 1. C'est pas beaucoup. Ben, on n'existe plus. Donc en gros, l'univers est vachement précis. Alors ça, je vous dis, c'est polémique, parce que maintenant, le truc de cette précision, il y a un truc, c'est que, ben, par exemple, je vais parler un petit peu... Quand on parle de la vie,
on parle de l'évolution. Quand on parle de l'évolution, on va parler d'un principe où on essaye, ça ne marche pas, on recommence, on essaye, ça ne marche pas. Ah, ça marche un peu mieux, alors on reprend et puis on repart de là. Mais quand on parle de l'univers qui démarre, il y a un essai. Puis cet essai, il est parfait du premier coup, ça la fout mal du côté du hasard, quoi. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Donc en fait, maintenant qu'on parle de l'ajustement fin, il y a une nouvelle théorie qui est sortie. C'est pour ça que je disais, en science, on ne prouve rien. Parce qu'en fait, quand on n'est pas d'accord avec un truc, on sort une autre théorie. Et puis, donc en fait, il y a une autre théorie qui dit que c'est un multivers. On n'est pas dans un univers, mais qu'en fait, l'univers dans lequel on est, c'en est un parmi des infinités d'autres. Et puis on est dans le bon, on a beaucoup de chance, quoi. Alors voilà, on peut croire à ça, ou on peut croire qu'un créateur qui a fait le bon travail du premier coup, quoi. Voilà, chacun son choix. On peut tirer, on ne pourra jamais rien prouver avec la science. Mais en attendant, l'univers dans lequel on est, qui a eu un seul coup d'essai, il est hyper bien. Et sinon, on ne serait pas là. Donc, et ça, c'est un truc qui perturbe énormément. À tel point que moi, j'écoute beaucoup de conférences, de trucs comme ça, de scientifiques. Ah oui, tout ça pour dire aussi que, par exemple, si vous voulez étudier un petit peu la science pour vous faire plaisir, en tant que chrétien, pour voir des trucs qui vous font de la poésie, lisez pas des bouquins chrétiens. C'est pas terrible. Ça vaut la peine, culturellement, mais des fois, les chrétiens ne sont pas non plus super, ils sont un peu biaisés quand même. Hein. Quand on veut découvrir quelque chose, on le découvre. Ça, c'est un principe, quoi. Donc, alors moi, je regarde beaucoup d'autres trucs, donc j'ai lu un peu tous les machins, tous les trucs chrétiens qu'il y avait là, je les ai lus, j'en ai pris tous ceux de j'ai tout lu, parce qu'il fallait quand même, voilà. Après, j'ai pris les autres, les non-chrétiens. Et puis, quand on mélange, c'est vachement plus intéressant, les non-chrétiens. Bref. Parce qu'en fait, on découvre que, qu'est-ce qui est mieux? C'est quelqu'un convaincu qui vous dit que c'est extraordinaire? C'est pas terrible, ça. C'est comme un politicien qui parle pour lui, c'est sans intérêt. Tandis que si vous lisez le bouquin d'un gars qui ne croit pas, puis qui dit, mais faut avouer que ça me plaît. Et bien en fait, c'est ça. Et dans, je sais pas, on va dire dans les 5 dernières années, j'ai vu un changement d'attitude. Il y a certains orateurs qui sont extrêmement connus, qui vulgarisent la science, mais qui sont vraiment pointus. Je les ai vus changer d'attitude. Au début, quand on parlait du réglage fin de l'univers, le réglage fin de l'univers, la théorie du réglage fin de l'univers, elle vient des chrétiens à la base. On a parlé du créationnisme, on l'a un peu mis de côté, maintenant il y a ce qu'on appelle le design intelligent, c'est l'étape d'après. Et le réglage fin, c'est on va dire la version 2 des créationnistes, quoi, qui était quand même un petit peu plus futé. Et puis, les scientifiques se sont bien foutus de leur gueule au départ. Puis maintenant, le fameux réglage fin, on doit quand même commencer un petit peu de le prendre au sérieux, quoi. Et j'ai vu des gens hyper hautains, hyper imbus de leur personne, d'habitude, au point des fois c'est super génial ce qu'ils disent, mais ils sont un peu chiants à cause de ça, quoi. Et puis qui doivent quand même dire, ouais, c'est quand même vachement bien. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est un truc qui est en cours. Je lisais encore cet après-midi sur Internet, il y a plein de trucs qui se mettent, non, mais si, non, voilà. Mais bref, de manière générale, c'est quand même un truc qui vient de plus en plus. J'arrive au bout, ça fait pas. Donc, c'est quand même des trucs qui, on va dire, c'est juste bon. Ça prouve rien, on ne peut pas prouver, mais c'est juste extraordinaire, c'est de la poésie, quoi. Alors, voilà, j'ai un peu passé à toute vitesse, qu'est la physique. Il y a des trucs mais beaucoup plus intéressants que ça. Hein. Si on prend les mathématiques, les trucs, il faut que je le teste parce que sinon je vais démarrer là-dedans, c'est la catastrophe. Quoi. Le boson de Higgs. Bref, ça c'était juste un petit peu, juste des choses qui sont, on va dire, des faits. C'est un état des faits. Donc en fait, actuellement, les scientifiques, je disais un truc, dans les 50 dernières années, il y a toujours autant de scientifiques croyants. Il n'y en a pas plus, mais il y en a toujours autant. Ça veut dire que la science n'a pas du tout tué la foi, même des scientifiques de pointe, quoi. Au contraire, il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup plus de scientifiques qui ont la foi dans le monde de la physique nucléaire, cosmologie, parce que là, on a fait des découvertes. C'est un modèle qui est très simple, finalement. Assez simple. Et il y en a beaucoup moins des scientifiques croyants dans le domaine de la génétique, par exemple. Parce qu'en génétique, on a un autre souci. Celui-là, il n'est pas tellement scientifique.
Alors je vais l'aborder mais à toute vitesse, mais je pense qu'on ne peut pas ne pas en parler, quoi. C'est l'évolution. Alors le problème, il est pas du tout scientifique. Le problème, il est qu'on a affaire à des têtes de nœuds de chaque côté. Donc en gros, quand on parle d'évolution, qu'est-ce que l'évolution? L'évolution, c'est une théorie comme quoi la vie est partie d'un coup de hasard, et qu'elle a évolué pour devenir ce qu'on est. Voilà, ça c'est l'évolution. Puis les scientifiques, quand ils ont pris les théories de Darwin, et puis quand ils ont pris les scientifiques qui ont découvert ça, ils ont fait regardez les chrétiens, est-ce que vous êtes cons, maintenant on nous a prouvé que c'est des conneries, quoi. Parce que les chrétiens ils disaient Dieu, paf, il a pris l'homme, il l'a planté, il a arraché le côte, il a fait la femme, il basta, c'est expédié. Donc ils ont dit regardez, la science prouve que vous êtes à côté de la plaque. Et puis c'est là que c'est mal parti. Parce qu'en fait, on s'est retrouvé, les scientifiques qui étaient qui cassaient du sucre sur les chrétiens, enfin sur l'Église en général. Puis l'Église, plutôt que de dire, finalement, non, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé de construire ses propres théories. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon quand on commence à bricoler. Parce que il manque un peu des bases, quoi. Alors l'Église a dit oui, mais la Bible elle dit que, donc les faits c'est que on a fait des modèles très simplistes qui s'améliorent un peu avec le temps. Mais bref, le résultat des courses, c'est que quand on parle du mot évolution, puis qu'on dit ça dans une église, puis qu'on dit créationnisme ou évolutionnisme, tout dépend où vous êtes, vous vous faites juste fusiller. Donc on a une espèce de guerre de tranchées qui s'est mise en place, où en fait les gens ont déconnecté le cerveau. Et puis, se sont juste dit, sur deux mots, création et évolution, on va juste faire la guerre, et puis on oublie de réfléchir entre deux parce que ce n'est pas nécessaire. Et ça a donné un chenille pas possible. Donc c'est pour ça que je dis, le problème, il n'est pas scientifique. Il est, on va dire, il est humain, très 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 bassement humain. Parce qu'en fait, le bouquin que j'ai lu, alors j'étudie très peu le domaine de la vie, parce que j'estime que vraiment ça me dépasse et c'est hyper beau. Mais j'en ai quand même lu un ou l'autre parce que je me suis dit quand même que c'est quand même des questions qu'on se pose. C'est des questions, la vie, c'est quand même, ça nous concerne un peu, quoi. Et dans ce domaine, le truc, on va dire le scientifique qui m'a le plus marqué, c'est un monsieur Francis Collins. Francis Collins, c'est la plus haute sommité de génétique actuellement au monde. C'est lui qui est en charge aux États-Unis de tout le développement au niveau de la génétique. Et ce gars était athée, il est devenu chrétien. Et puis lui, il dit l'évolution, ça fait aucun doute. Elle existe, puis c'est comme ça. Alors, je le cite, moi je cite, tuez-moi pas tout de suite, mais je vous dis juste ce qu'il dit. Et puis, un truc encore pire qu'il dit, qui est extraordinaire. L'aboutissement de la vie est tout à fait explicable par l'intervention des forces naturelles. Et puis c'est un chrétien qui dit ça. Alors un truc qui sort très bien dans son livre, il s'est fait lyncher par le monde scientifique, parce qu'il parle de sa foi. Le livre qu'il a écrit, c'est de la génétique à la foi, parce qu'il dit c'est extraordinaire, Dieu existe. Et puis dans son livre, il dit l'évolution, c'est le seul modèle qui tient la route. Et puis la vie, elle peut très bien être apparue juste avec la physique qu'on connaît. Et puis il n'y a pas besoin d'intervention surnaturelle là-dessus. Donc en fait, il s'est foutu sur le dos les scientifiques et il s'est foutu sur le dos les chrétiens. Puis aux États-Unis, ils sont bornés à ce sujet. Donc voilà, ça il en parle, on sent qu'il en a ramassé plein le museau. Et en fait, ce que je voulais juste dire, parce que quand on parle de science, la notion d'évolution, elle est quand même importante, parce que ça nous touche dans les tripes. Alors il faut l'enlever. Il faut enlever cette notion. Si on vous dit que l'évolution c'est un fait ou pas, que la créationnisme ou l'évolutionnisme c'est un ou l'autre, c'est pas parce qu'on prêche l'évolution qu'on dit que Dieu n'existe pas. Absolument pas. C'est faux. Et c'est ça un petit peu le raccourci que l'Église elle a pris. L'évolution, elle dit juste que, voilà, peut-être que l'univers, comme il est fait, en le secouant un peu à coup de hasard, peut-être que la vie, elle a pu émerger. Et puis qu'elle a pu se transformer, puis finalement, on en est là. C'est un chemin, c'est juste
une voix. On ne peut pas la prouver, on ne peut pas dire que c'est vrai, on ne peut pas dire que c'est pas vrai, mais elle tient bien la route par rapport à ce qu'on observe. Et si on se dit que c'est ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ça ne veut pas dire que la Bible est fausse. C'est tout faux. Ça, c'est des raccourcis qu'on a fait. C'est juste que croire que Dieu nous aime, croire que Dieu existe, c'est la foi. Et puis après, les modèles scientifiques qui sont là. Je veux juste donner un petit exemple, après j'arriverai au bout. On peut dire, il y a deux choses. Si vous prenez, on peut dire par exemple, le monde tel qu'il est, les particules, vous prenez la Terre, il y a de la flotte, il y a des particules, il y a plein de carbone, puis de machin comme ça dedans. Et puis tout à coup, pif, la vie apparaît. D'accord? Alors en tant que bon chrétien, on va dire, arrière Satanas, c'est pas possible, parce que ça ne peut pas se faire comme ça, parce que la physique ne peut pas prévoir ça. Mais en quoi est-ce que c'est pas possible? Si tout était préparé à la base pour que ça génère la vie, peut-être que Dieu a fait comme ça. Il a peut-être mis en place les briques qui finalement, en secouant un peu, plop, donnent la vie. Je prends l'exemple. Vous voulez faire un meuble, d'accord? Vous voulez un meuble de salon, un meuble dans votre salon. Il y a deux solutions. Il y a la solution, on va dire, créationniste. La solution créationniste, c'est que vous prenez un arbre, vous le coupez, vous l'amenez dans votre salon, et puis vous prenez votre scie, et puis pendant tout ça, vous commencez à préparer votre meuble, vous coupez des planches, et puis tout ça. C'est faisable. À la fin, vous aurez un meuble, mais ça nécessite beaucoup d'intervention de votre part, beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'intelligence. Ça, c'est le modèle créationniste. Ça veut dire que le monde est vraiment mal foutu, mais Dieu est intervenu fort, 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 et à la fin, pouf, il y avait la vie. C'est un peu ça. Puis après, vous avez le modèle Ikea. Le modèle Ikea, c'est quoi? C'est, vous ouvrez la boîte, tout est prédécoupé, et puis vous suivez peut-être, non, les hommes, on ne suit pas, mais vous devriez suivre le mode d'emploi, et puis à la fin, vous avez peut-être un meuble. Mais le meuble, il tombe assez naturellement, parce qu'il était bien préparé. Et bien, les deux modèles, par rapport à la vie, pourraient très bien être vrais. Avoir un monde, un univers qui est fait pour la vie dès le départ, puis la vie, hop, elle apparaît, ou alors un monde où il faut vraiment que Dieu intervienne, fort, à fond, à coups de miracle, des éclairs, des machins comme ça, puis la vie, elle arrive. C'est tout. C'est deux modèles différents. Mais il n'y en a pas un qui va pouvoir vous dire Dieu existe pas. C'est juste deux façons de penser. C'est pour ça que je dis, moi, ma seule conclusion, c'est de dire faisons attention aux raccourcis, on va dire, religieux. Voilà. J'arrive à la conclusion, parce que j'ai fait beaucoup trop long. Ce que je voulais dire par rapport à la science, il y a 2-3 trucs en conclusion. Je pense que la première chose, c'est de dire on ne doit pas avoir peur de la science. Comme je disais, moi, quand j'étais jeune, en tant qu'ingénieur, j'avais peur qu'on me prouve que Dieu n'existe pas. Puis en fait, on n'a pas arrêté de m'amener des trucs extraordinaires. Maintenant, je suis passionné, parce qu'en fait, la science, c'est juste un poème. Quoi. Pour moi, c'est la poésie de Dieu. Quoi. Donc, en avoir peur, on peut avoir peur de la mauvaise foi des scientifiques, on peut avoir peur de l'orgueil des scientifiques, du langage trop compliqué. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Malheureusement, c'est la réalité, ça reste des hommes. Quoi. Mais sinon, la science en elle-même, elle est juste là pour nous éblouir. Moi, j'ai l'impression que Dieu il nous a préparé un écrin, un truc magnifique, c'est de l'art. Et puis nous, on est juste éblouis, sans pouvoir rien trouver, mais on est éblouis. Après, peut-être la dernière chose, et qui me semble le plus important, c'est que je me suis toujours posé la question, mais finalement, Dieu aurait pu faire une création où il se prouve, la création prouve Dieu. Ça serait faisable, à mon avis. Dieu aurait pu mettre des preuves formelles de son existence. Ça serait quoi les conséquences? On sort une formule mathématique, puis on dit, regardez, c'est la formule de Dieu. Un livre, il est génial d'ailleurs, mais bon, qui a la formule de Dieu. Dieu. Mathématiquement, voilà, Dieu existe. Si maintenant un scientifique sortait ça, puis que le monde entier découvre ça, qu'est-ce qui se passerait? En fait, quelle serait notre relation à Dieu? On aurait prouvé l'existence de Dieu, et puis finalement, notre seule relation qu'on aurait face à un Dieu qui est prouvé, ça serait une relation de crainte. Ça serait une relation, on va dire, forcée. On se soucierait de Dieu parce qu'on serait convaincu qu'il existe. Alors que dans la création, il n'y a aucune preuve de Dieu. Ce qui nous oblige toujours à la foi. Puis un jour, je demandais à Emmanuel, mais pourquoi la foi?
Et Emmanuel m'a répondu un truc, mais quand on croit en Dieu par la foi, donc sans aucune preuve, puis sans avoir un pistolet sur la tempe, ça nous oblige à avoir une relation d'amour avec Dieu. Et puis, si on pouvait prouver Dieu, on n'aurait pas cette relation d'amour avec lui. Ce ne serait pas possible. On aurait une relation de crainte absolue. Si Dieu était là, paf, il apparaît dans le ciel, immense, on le craindrait, mais on ne l'aimerait pas forcément. Et en fait, Dieu, ce qu'il veut, c'est une relation d'amour avec ses enfants. Alors moi, je suis convaincu que le monde qui nous entoure est juste là pour nous éblouir de poésie, mais on ne pourra jamais rien prouver. Parce qu'en fait, si on prouvait, on ferait quelque chose qui serait catastrophique. Et on n'aurait plus cette relation d'amour avec Dieu. Et Dieu, il veut, c'est nous aimer, il veut qu'on l'aime. Est-ce qu'un père veut se prouver à ses enfants? Non. Un père, il veut être proche de ses enfants, il veut les aimer. Mais il a besoin de se prouver. Et je pense que Dieu, c'est la même chose. Dieu veut être proche de nous, puis vivre au quotidien avec nous. Puis cette foi, c'est le lien peut-être le plus fort qui nous unit avec nos limitations actuelles. La foi, c'est le lien le plus fort qu'on peut avoir avec lui. Voilà, ça c'est un peu ma conclusion. J'aurais voulu vous parler d'un tas d'autres trucs. Mais j'ai fini. Merci.